Ark est juste un joueur solitaire comme tant d'autres, sans aucune vie sociale, qui passerait ses journées enfermé dans le sous-sol de sa mère à farmer des points d'expérience. Mais un jour, les choses prennent une tournure inattendue lorsqu'il se retrouve propulsé par hasard dans l'univers du jeu auquel il jouait autrefois. Ce monde regorge de toutes sortes d'êtres magiques, de créatures et de sorts absurdes. Ark se dit donc qu'il vaudrait mieux faire profil bas pendant un moment et ne pas trop attirer l'attention sur lui. Mais c'est clairement impossible, car il s'est retrouvé sous la forme d'un chevalier géant avec une énorme tête de squelette. C'était le dernier skin qu'il avait choisi avant d'atterrir ici, donc je suppose qu'il est coincé avec. Heureusement, l'univers a décidé de lui donner un coup de pouce et l'a équipé de compétences et d'armes de rang S. Alors naturellement, il les teste en transformant quelques arbres innocents en copeaux de fromage. Après s'être familiarisé avec son équipement surpuissant, il se dirige vers le village le plus proche, où il est immédiatement distrait par toute la viande appétissante exposée. Il est bien trop fauché pour s'offrir quoi que ce soit, alors il décide que le meilleur moyen de gagner rapidement de l'argent est de devenir mercenaire. En chemin vers la guilde, il surprend par hasard une conversation entre un homme et une femme encapuchonnés. Lorsque la femme ricane et se retourne pour s'en aller, l'homme marmonne une malédiction à l'encontre des elfes, ce qui attire immédiatement l'attention d'Ark sur les oreilles de la femme. Ark ne peut s'empêcher d'exprimer son enthousiasme en découvrant que les elfes existent dans ce monde fantastique. Après cela, il entre dans la guilde et devient immédiatement le centre de l'attention. Tout le monde le dévisage pensant qu'il s'agit d'un chevalier légendaire de l'armée royale, mais s'il savait la vérité, Ark rencontre le réceptionniste et demande à s'inscrire comme mercenaire. Le réceptionniste pense qu'il plaisante, car pourquoi diable quelqu'un qui ressemble à un chevalier impérial de haut rang se contenterait-il du modeste métier de mercenaire? Ark prend une voix grave et s'efforce de paraître aussi sérieux et professionnel que possible, expliquant qu'il a été contraint de se lancer dans le mercenariat en raison d'un problème personnel. Le réceptionniste tire immédiatement ses propres conclusions, imaginant Ark comme un ancien chevalier tragique qui s'est fait expulser de l'armée et qui peine désormais à payer les frais médicaux de son enfant malade. Il accepte de laisser Ark devenir mercenaire, mais lui dit qu'il y a d'abord une condition à remplir. Il doit accomplir une mission préliminaire, éliminer quelques monstres, bêtes et bandits, et les ramener comme preuve qu'il est capable d'assumer ce travail. Ark est ravi, car cela lui donne enfin une excuse pour combattre de vrais monstres. Il quitte la guilde et se dirige immédiatement vers la forêt, où il vainc rapidement et facilement une poignée de monstres. C'est tellement facile que cela compte à peine comme un échauffement, puis un affreux orc surgit de nulle part et tente de l'attaquer, mais Ark utilise son Wyvern Slash pour l'abattre en un temps record. Avec cet orc ajouté à sa collection grandissante de preuves, il a désormais des monstres et une bête. Il ne lui manque plus que des bandits, et l'univers semble toujours être de son côté, car il repère bientôt des bandits en train d'attaquer un groupe de mercenaires de bas étage. Une fois les mercenaires exterminés, le chef remarque une jeune femme et sa servante recroquevillées contre un arbre. À en juger par l'expression répugnante sur son visage, Ark sait déjà exactement ce qu'il compte faire. Ark hésite un instant, ce serait la première fois qu'il tuerait de vrais humains plutôt que des monstres. Mais la situation des filles empire de seconde en seconde. Juste avant que le chef ne puisse poser la main sur elle, Ark apparaît derrière lui et d'un seul coup d'épée, réduit le chef et ses sbires en bouillie. La jeune femme le regarde avec admiration, car elle vient littéralement de voir son chevalier en armure étincelante surgir de nulle part. Les bandits restants voient leur chef se faire tailler en pièces et tentent immédiatement de prendre la fuite. Mais Ark utilise à nouveau le Wyvern Slash et les élimine tous d'un seul coup net. Après son moment de gloire, Ark s'approche des deux jeunes filles et leur demande si elles vont bien. La servante répond qu'elles vont bien. Elle présente la jeune fille blonde sous le nom de Lorraine, tandis qu'elle-même s'appelle Rita, la servante de Lorraine. Ark leur dit de ne s'inquiéter de rien et leur conseille avec désinvolture de s'habiller avant de se retourner pour s'éloigner. Cela lui offre l'occasion rêvée de piller les affaires des bandits. Il se dirige vers leur sac et rassemble une bonne somme d'argent, suffisamment pour couvrir ses besoins. Les filles reviennent vers lui dans leurs vêtements propres et le remercient à nouveau de les avoir sauvés. Ark leur répond que ce n'est pas un problème, même si en réalité, il est plus impatient de se régaler de la délicieuse viande qu'il va se mettre sous la dent à son retour en ville. En signe de gratitude, les filles lui proposent de le ramener en ville à cheval. Ils entament le chemin du retour, mais Ark remarque rapidement que Lorraine n'a pas cessé de le fixer du regard pendant tout le trajet. Cela le rend timide et le chevalier squelette géant en vient même à rougir. Une fois arrivé en ville, Ark retourne à la guilde avec toutes les preuves des monstres et des bandits qu'il a vaincus. Le réceptionniste est stupéfait car il ne s'attendait pas à ce qu'Ark réussisse et encore moins à ce qu'il revienne le jour même. Mais les règles sont les règles, il remet donc à Ark sa licence officielle de mercenaire, ce qui signifie qu'il peut désormais accepter des quêtes. Une fois les formalités réglées, Ark se rend à l'auberge locale
où le repas de ses rêves l'attend. Il commence à se gaver de poulet et à le faire passer avec de l'alcool, et tout cela a encore meilleur goût après cette longue attente. Tout en mangeant, il repense à tout ce qui s'est passé. Même s'il ne sait toujours pas comment il s'est retrouvé ici, il est reconnaissant de cette seconde chance inattendue dans un nouveau monde. Le lendemain matin, la première mission officielle d'Ark, en tant que mercenaire fraîchement diplômé, s'avère bien moins passionnante qu'il ne l'avait imaginé. Il doit surveiller quelqu'un pendant qu'il cueille des herbes dans la forêt. Lorsqu'il se présente à la guilde pour choisir une mission, la réceptionniste grimace presque à l'idée de confier une tâche aussi élémentaire à quelqu'un qui ressemble à un chevalier légendaire, capable sans doute d'affronter un dragon en solo avant même le petit déjeuner. Il tente même de lui faire poliment comprendre qu'Ark devrait peut-être choisir quelque chose de plus adapté à ses capacités. Mais Ark, essayant de jouer la carte de la décontraction, lui répond qu'il s'est toujours intéressé aux herbes, et qu'en plus, cela pourrait en fait être plutôt amusant. Le réceptionniste ne croit pas un seul mot de cette excuse, mais comme Ark insiste, il lui confie quand même la mission. Pendant ce temps, dans un petit village voisin, deux jeunes sœurs, Marka et Elina, prennent tranquillement leur petit déjeuner pendant que leur mère est absente. C'est une matinée paisible, ou du moins ça l'était jusqu'à ce qu'un coup sec et puissant résonne dans la maison. Marka, pensant que c'est leur mère qui rentre plus tôt que prévu, court vers la porte et l'ouvre en grand. Elle se fige instantanément. Debout dehors, la dominant de toute sa hauteur, se tient Ark en armure complète. Marka manque de tomber raide morte de choc sur place. Ark lui explique calmement qu'il est là pour la mission de protection de la cueilleuse d'herbes. Marka le laisse entrer et une fois qu'elle a repris ses esprits, elle lui explique que c'est elle qui a publié la demande. Sa mère n'en avait aucune idée. Quelques minutes plus tard, Marka suggère qu'ils partent immédiatement afin de terminer la quête avant le retour de sa mère. Ark n'y voit aucun inconvénient. Il est suffisamment puissant pour traverser même les forêts les plus dangereuses, alors ils partent tous les deux. Alors qu'ils s'enfoncent dans les bois, Ark se demande pourquoi elle semblait si pressée de commencer tout de suite. Lorsqu'il lui pose la question, Marka explique que son père cueillait autrefois des herbes pour leur famille, mais qu'il est décédé récemment. Sa mère en a le cœur brisé depuis. Marka espérait que si elle cueillait des herbes comme son père le faisait autrefois, cela ferait peut-être sourire sa mère à nouveau. Et elle voulait avoir terminé avant le retour de sa mère, car elle savait que celle-ci ne lui permettrait jamais d'entrer seule dans une forêt dangereuse. Ark a presque les larmes aux yeux derrière son casque en entendant cette petite fille parler avec tant de détermination et de sincérité. Il se jure silencieusement de la protéger de toutes ses forces et de veiller à ce qu'elle mène son projet à bien. De retour au village, la mère de Marka, Seona, rentre enfin chez elle. Lorsqu'elle se rend compte que Marka n'est pas à la maison, la panique s'empare d'elle immédiatement. Quelques villageois s'approchent rapidement d'elle et lui expliquent qu'ils ont vu Marka se diriger vers la forêt un peu plus tôt. Seona est au bord de l'évanouissement tant elle a peur, d'autant plus que la rumeur dit que la forêt grouille de monstres dangereux ces derniers temps. Les villageois tentent de la rassurer en ajoutant que Marka n'était pas seule, elle était accompagnée d'un chevalier à l'allure cool, il suppose donc que tout ira bien. Seona ne sait pas si elle doit se sentir soulagée ou encore plus terrifiée. Pendant ce temps, dans la forêt, Marka remplit joyeusement son panier d'herbes tandis qu'Ark monte la garde. Soudain, Ark sent quelque chose venir d'un buisson tout proche. Il dit à Marka de reculer et ouvre prudemment le buisson pour découvrir un petit renard à 9 queues adorable mais au caractère bien trempé. La petite créature semble irritée car elle a une patte blessée. Ark utilise un sort de guérison sur elle et le renard l'adore instantanément. Une fois reposé au sol, il refuse de partir. Marka suggère de le garder comme animal de compagnie. Ark réfléchit un instant et décide qu'un compagnon ne lui déplairait pas. Il baptise le renard Ponta, ce qui lui vaut un jappement joyeux. Avec leur nouvel ami tout doux qui bondit à leur côté, ils poursuivent leur chemin jusqu'à ce qu'ils aperçoivent un arbre Kobumi poussant en contrebas. Marka est folle de joie et court vers lui. Mais à ce moment précis, Ark sent quelque chose de dangereux approcher. Son instinct, ou peut-être son sens du jeu, se met immédiatement en alerte. Un énorme monstre ressemblant à un lézard apparaît soudainement derrière Marka. La présence du monstre emplit les lieux d'une aura étouffante et sinistre. Ponta entre en rage, confirmant le soupçon d'Ark selon lequel il s'agit forcément du monstre qui l'avait blessé plus tôt. La créature gigantesque lève sa griffe et s'apprête à écraser Marka comme un insecte, mais Ark se précipite et la tire hors de danger à la dernière seconde. Ark reconnaît le monstre instantanément, c'est un grand basilic, l'une des créatures les plus dangereuses du jeu, connue pour sa force démesurée, sa présence terrifiante et ses multiples capacités spéciales. Ark connaît la plupart de ses schémas d'attaque, il esquive donc avec précision tout en gardant Marka derrière lui. Il se dit que tant qu'il restera concentré et prudent, il finira par trouver une ouverture. Le basilic se prépare rapidement à lancer une attaque maudite dévastatrice, connue pour pétrifier tout être vivant dans un vaste rayon. Ark l'avait
déjà vu venir et active son bouclier divin, bloquant ainsi entièrement la malédiction. Le monstre étant désormais à découvert, Arc se rend compte que le seul moyen de le vaincre efficacement est d'utiliser la magie sacrée. Il lance son sort Jugement qui immobilise le basilic, tandis que la foudre s'abat du ciel et l'anéantit d'un seul coup aveuglant. Une fois la fumée dissipée, le basilic gît mort. Arc ne s'attendait honnêtement pas à le vaincre aussi facilement. Alors qu'il s'approche du cadavre, il remarque un étrange anneau rouge enroulé autour de son pied, mais avant qu'il ne puisse l'inspecter correctement, l'anneau disparaît dans les airs. Malgré cette étrangeté, Arc se sent fier, c'est le deuxième monstre majeur qu'il a vaincu entièrement par ses propres moyens. Marca est complètement émerveillée. Elle dit à Arc que tout le monde au village ressentira la même chose et organisera probablement une fête en son honneur, mais Arc balaye cette idée d'un revers de main. Il ne veut pas attirer une attention inutile. Il demande à Marca de garder ce qui s'est passé entre eux, pour autant que tout le monde sache, le basilic a simplement disparu. Comme des sangliers accros attaquant le village ces derniers temps, Arc suppose que le basilic a dû les effrayer et les chasser de leur terrain de chasse habituel. Et maintenant que le basilic est mort, le problème devrait bientôt disparaître. Ironiquement, au moment même où il pense cela, il tombe sur un sanglier accro non loin de là. Arc le soulève simplement et décide de le ramener au village en guise de cadeau. Il prévoit de prendre l'un de ses crocs comme preuve pour la guilde, mais il dit aux villageois que la viande doit être partagée équitablement entre tous. Les villageois se réjouissent dès qu'ils entendent cela. Sortie de nulle part, Seona aperçoit Marca et se précipite vers elle, les larmes aux yeux. Elle la serre très fort dans ses bras, sincèrement soulagée de la voir saine et sauve. Seona est sur le point de la gronder pour être allée seule dans la forêt, mais Arc s'interpose. Il dit à Seona de ne pas en vouloir à Marca, car c'est lui qui aurait dû lui demander la permission d'abord. Il en assume l'entière responsabilité. Seona se calme et lui dit qu'elle est simplement soulagée qu'il soit sain et sauf. Arc reste au village jusqu'au coucher du soleil. Marca, triste qu'il s'en aille, fabrique une couronne de feuilles avec ses petites mains et la lui offre en guise de cadeau d'adieu. Arc l'accepte et lui promet qu'il reviendra un jour leur rendre visite. Marca rayonne de bonheur à ces mots. Plus tard dans la nuit, Arc retourne dans sa chambre d'hôtel et partage son dîner avec Ponta. Tout en se goinfrant, il repense aux événements de la journée, de la protection d'une petite fille au combat contre un grand basilic, avant de décider que demain, il est prêt à relever un défi encore plus grand. Arc s'habitua rapidement à son quotidien, consistant à éliminer des bandits pour subvenir à ses besoins. Mais même après avoir décimé toute une bande aujourd'hui, les autres bandits refusaient de tirer les leçons de leurs erreurs et continuaient à sévir. Après s'être débarrassé d'une nouvelle bande, Arc découvrit que les bandits possédaient un véritable trésor. Arc se dit qu'il l'avait sans doute volé de toute façon, alors autant le garder pour lui. Mais il remarqua alors quelque chose d'étrange. Deux cages ouvertes gisaient sur le sol, avec devant elles des assiettes contenant des miettes de nourriture. Arc ne sentant aucun danger immédiat, il n'y prêta pas attention et retourna en ville pour déjeuner. Pendant ce temps, dans le royaume de Diento, le seigneur des lieux, Triton, était furieux contre son assistante, Celsica, après avoir appris que leur tentative d'assassinat contre Lorraine avait échoué. Il s'avéra que Lorraine était la princesse du royaume de Luvierte et il pensait que l'éliminer serait le seul moyen d'acquérir un pouvoir politique sur les autres royaumes. Celsica ajouta que, bien que les bandits qu'ils avaient engagés aient réussi à neutraliser les gardes de Lorraine, un mystérieux mercenaire était apparu à la dernière seconde et les avait tous exterminés pour sauver Lorraine. Triton était encore plus furieux lorsqu'il apprit que les basiliques qu'ils avaient envoyés au royaume de Luvierte avaient été tués avant même d'avoir pu causer le moindre dommage. Triton était tellement en colère qu'il ne supportait même pas de regarder Celsica, alors il lui dit simplement de sortir. La nuit était tombée et Arc revint de la grotte après une longue journée passée à chasser les bandits. Il retourna en ville avec Ponta pour dîner et se coucher. C'est alors qu'une elfe sexy se jeta sur lui avec une intention meurtrière. Elle abattit son épée sur lui, mais Arc parvint à esquiver et à parer ses attaques, même si elle était plus rapide que tous ceux qu'il avait combattus auparavant. Il regarda son visage de plus près et se souvint qu'il s'agissait de la même elfe qu'il avait vue à son arrivée dans ce monde. L'elfe avait pris Arc pour un bandit, c'est pourquoi elle l'attaquait. Arc fit de son mieux pour lui expliquer qu'il n'était pas l'un d'entre eux, mais elle ne le crut pas. Elle continua à l'attaquer, ne s'arrêtant que lorsqu'elle aperçut Ponta sur l'épaule d'Arc. Apparemment, Ponta était une créature spirituelle rare appelée renard à queue de coton. Ainsi, après avoir vu à quel point il était amical avec Arc, elle comprit qu'il devait dire la vérité et cessa de l'attaquer. Arc lui demanda ce qu'elle faisait là et elle expliqua qu'elle avait entendu parler d'une bande de bandits cupides qui kidnappaient des jeunes filles elfes pour les vendre. Arc comprit alors à quoi servaient les cages. L'elfe passa devant lui et se dirigea vers la grotte, mais Arc l'arrêta et lui dit de ne pas perdre son temps car il ne restait plus aucun elfe à l'intérieur. Frustrée d'être arrivée trop tard, elle s'enfuit en courant pour tenter de les retrouver. Arc
l'appela une dernière fois et lui proposa de l'aider à retrouver les elfes, mais elle lui répondit qu'elle était une louve solitaire et qu'elle ne travaillait pas en équipe, puis s'enfuit. Ark reconnut qu'elle avait dit ne pas avoir besoin de son aide, mais il décida de l'aider quand même, car il n'était pas question qu'il rate l'occasion d'aider une elfe sexy comme celle-là. Aucun joueur n'aurait jamais laissé passer une telle occasion. Il retourna à l'hôtel pour se gaver, mais cette fois-ci, la nourriture ne lui passa pas aussi bien que d'habitude, car il n'arrivait pas à se sortir cette elfe sexy de la tête, il ne connaissait même pas son nom. Le lendemain, Ark était tellement déterminé à la retrouver qu'il utilisa son pouvoir dimensionnel pour se rendre directement dans la forêt elfique. Lorsque Ponta et lui atterrirent, il entendit les cris de jeunes elfes et se dirigea dans cette direction. Il se cacha dans les buissons et vit un grand groupe de bandits qui avaient capturé plusieurs jeunes elfes et les avaient jetés dans un camion. C'étaient les chasseurs d'elfes dont la superbe elfe l'avait averti la nuit précédente. Leur chef était un crétin nommé Udolan, et le plus fou, c'est que son père était Triton, le seigneur du royaume de Diento. Ark se souvint que la jolie elfe lui avait dit de ne pas se mêler des affaires des elfes, mais après avoir vu comment Udolan et les autres bandits traitaient les filles, il se dit qu'il ne pouvait pas simplement fermer les yeux. Il s'apprêtait à passer à l'action quand quelqu'un d'autre émergea des buissons avant lui. C'était l'elfe de la nuit dernière, et Ark fit une petite danse de la victoire en réalisant qu'il l'avait retrouvé. L'elfe neutralisa 2 des bandits comme si de rien n'était et ordonna à Udolan de mettre fin à tout cela. Mais les autres bandits ne semblaient pas du tout déconcertés. Au contraire, ils avaient l'air excités car ils l'avaient reconnue comme une elfe noire et estimaient qu'elle aurait une valeur de revente plus élevée. La première vague de bandits s'approcha d'elle, mais elle les élimina en un temps record, amenant les bandits restants à remettre en question leur choix de vie. Après qu'elle eut vaincu environ 90% des bandits, Udolan utilisa son dernier recours et menaça de tuer les enfants dans le camion si elle faisait un pas de plus. L'elfe noire n'était pas prête à jouer avec la vie des enfants, alors elle cessa d'attaquer. Cela donna à l'un des bandits l'audace de s'approcher d'elle et d'abuser d'elle. L'elfe crut que tout était fini pour elle, mais c'est alors qu'Ark surgit juste derrière Udolan et lui asséna un crochet du droit qui l'envoya valdinguer. Les enfants n'étant plus directement menacés, l'elfe noire se débarrassa sans peine du reste des bandits. Une fois ceux-ci hors d'état de nuire, l'elfe tenta de libérer les enfants de la cage, mais elle n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait la clé. Ark n'avait pas besoin de clé, il brisa donc le cadenas et les enfants furent libres, même s'ils semblaient un peu effrayés par lui. L'elfe noire était impressionnée, mais ne l'admit pas. Par la suite, elle remarqua que les enfants portaient un collier maudit autour du cou, ce qui expliquait pourquoi ils ne pouvaient ni bouger ni se défendre. Elle ne savait pas comment le retirer et commença à paniquer, mais Ark lança nonchalamment un sort de dissipation de malédiction, libérant la petite fille de la malédiction, et utilisa même un peu de sa magie de guérison pour soigner une petite blessure à sa jambe. À ce stade, l'elfe noir ne put cacher son étonnement qu'un simple humain puisse posséder de telles capacités. Il n'était clairement pas un chevalier ordinaire. L'elfe noir décida enfin de se présenter, disant à Ark qu'elle s'appelait Ariane, une guerrière elfe. Ariane appela un oiseau chuchoteur pour qu'il transmette un message à son peuple. Ark ne savait pas de quel genre d'oiseau il s'agissait, alors elle lui expliqua qu'il s'agissait d'une créature spirituelle spéciale que les elfes utilisèrent pour communiquer entre eux. Peu après, l'oiseau chuchoteur revint avec un message pour Ariane, lui demandant de rentrer immédiatement chez elle, car on avait besoin d'elle pour aider à sauver les autres elfes qui avaient été faits prisonniers. Ariane demanda à engager Ark pour cette mission, puisqu'il avait déjà fait ses preuves en matière de combat. Ark avait l'impression que les autres elfes pouvaient douter de sa loyauté envers eux, puisqu'il n'était pas un elfe comme eux, mais Ariane le rassura en lui disant de ne pas s'inquiéter. Elle lui dit qu'elle lui faisait confiance et que, grâce à cela, elle serait certainement capable de convaincre les autres de lui faire confiance, eux aussi. Cela dit, Ark accepta de partir en mission avec Ariane. Leur destination était Diento, il la téléporta donc jusqu'à la rivière Lidel, située à quelques pas de Diento. Ariane fut stupéfaite de voir qu'Ark parvenait à utiliser la magie de téléportation sans même avoir besoin d'une incantation, ce qui était assez impressionnant. Ils se frayèrent un chemin jusqu'à Diento et attendirent dans une ruelle. Ariane mentionna qu'ils allaient rencontrer son amie, Danka, une guerrière elfe tout comme elle. Ark fut enthousiasmé par cette nouvelle car si Ariane était une guerrière elfe sexy, il avait hâte de voir à quel point Danka allait être séduisante. Mais Ark frissonna de surprise lorsqu'il découvrit que Danka était un type laid portant une capuche. Après s'être présenté, ils se rendirent dans un restaurant voisin pour discuter de la raison de leur présence là-bas. Ariane dit à Ark qu'il pouvait commander ce qu'il voulait, mais Ark refusa, prétextant qu'il n'avait pas faim. En réalité, il ne voulait pas qu'il découvre son énorme crâne de squelette. Il ne savait pas comment il réagirait s'il le voyait. Ark engagea une conversation légère avec Ariane, qui lui expliqua l'histoire de leur village et comment elle et Danka s'étaient rencontrés. Mais Danka n'en pouvait plus
plus et dit à Ariane d'arrêter de tourner autour du pot et d'expliquer qui était réellement ce gros dur assis à côté de lui. Ariane expliqua qu'Ark était un mercenaire, mais pas un mercenaire ordinaire. Il pouvait lancer plusieurs sorts de haut niveau et avait même un renard à queue blanche comme compagnon. Danka fut surpris d'entendre cela et admit que de telles capacités pourraient certainement s'avérer utiles. Ariane demanda alors à Danka s'il avait réussi à localiser la base des chasseurs d'elfes. Danka confirma que les elfes étaient retenus dans un bâtiment près du quartier des divertissements. Ils décidèrent de mener la mission de sauvetage de nuit car le quartier serait moins fréquenté à ce moment-là, ce qui signifiait qu'ils resteraient au restaurant jusqu'à la tombée de la nuit. Comme ils n'avaient rien à faire pour l'instant, Ark leur dit qu'il avait quelques courses à faire et qu'il serait de retour dans 1 heure. Après le départ d'Ark, Danka fit part à Ariane de sa déception qu'elle compte sur un étranger comme Ark. Ariane expliqua que lors de la bataille qu'elle avait livrée avant de venir ici, elle aurait probablement été tuée sans lui, c'est pourquoi elle s'était prise d'affection pour Ark. Danka accepta cette explication et décida de faire confiance à Ark sur sa parole. Pendant ce temps, Ark revint de la guilde locale avec une bourse pleine d'argent après avoir reçu sa récompense pour avoir vaincu les bandits. Il s'occupa ensuite de questions plus urgentes. Comme il ne pouvait pas manger en présence d'Ariane et de Danka, il s'était goinfré depuis, alors lui et Ponta firent un petit pique-nique pour savourer les délices de la ville de Diento. Pendant ce temps, dans le quartier des divertissements, les chasseurs d'elfes retenaient toujours les jeunes filles elfiques en otage. L'une des elfes les insulta, affirmant qu'un héros les trouverait bientôt et qu'ils seraient tous morts. Au début, les bandits en rirent et l'un d'eux alla même jusqu'à lui lécher le visage en guise de punition pour avoir osé parler. Cette nuit-là, le trio se réunit pour infiltrer le bâtiment. La porte d'entrée était lourdement gardée, alors Ark utilisa sa magie de téléportation à courte portée pour monter sur le toit. Ariane repéra une fenêtre voisine qui semblait vide. Elle pensa donc qu'il pourrait s'y faufiler. Elle essaya de passer, mais sa poitrine imposante l'empêchait de se glisser à l'intérieur. Lorsque vint le moment pour les autres d'entrer, Ark se téléporta simplement à l'intérieur. Ariane s'énerva, affirmant qu'ils auraient pu lui dire dès le début que c'était une option. Ils descendirent et trouvèrent les chambres de certains bandits. 2 bandits gisaient sur le lit, la gorge tranchée. Le sang n'avait pas encore séché, donc Ark en déduisit que cela ne faisait pas longtemps. Quelqu'un d'autre avait dû s'infiltrer dans le bâtiment et tenter de sauver les elfes. Danka suggéra qu'ils se séparent pour poursuivre les recherches. Ark partit de son côté et utilisa son pouvoir dimensionnel pour se déplacer dans le bâtiment. Il arriva devant une porte suspecte, mais celle-ci était verrouillée. Il regarda par le trou de la serrure pour visualiser l'intérieur, puis se téléporta à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, il vit d'autres bandits dont la gorge avait été tranchée. Ark se demanda qui pouvait bien être derrière tout cela. À ce moment-là, 2 kunais surgirent de nulle part, mais Ark les bloqua. Une ninja se précipita vers lui et commença à l'attaquer, mais après avoir vu qu'Ark n'avait aucune intention hostile et remarqué qu'il avait une créature spirituelle avec lui, elle comprit qu'il n'était pas un bandit et cessa de l'attaquer. Ark l'observa attentivement et s'enthousiasma, car c'était la première fois qu'il rencontrait une ninja mignonne à la queue touffue. Il supposa qu'elle était là pour sauver les elfes elle aussi, mais elle répondit que non, elle n'avait pas réussi à trouver ce qu'elle cherchait. Elle remit toutefois un parchemin à Ark, lui indiquant que les elfes emprisonnés qu'il recherchait étaient détenus sous terre. Après lui avoir transmis cette information, elle s'en alla précipitamment. Ark était quelque peu contrarié qu'elle soit partie si vite qu'il n'ait même pas pu lui demander son nom. Il examina le parchemin et constata qu'il s'agissait du contrat d'achat des elfes. Il rejoignit Ariane et Danka qui lurent le contrat et furent surprises d'apprendre que le seigneur de Diento était également impliqué dans cette affaire. Ark les informa que les elfes étaient retenus au sous-sol tandis que certains étaient encore détenus au palais du seigneur. Ariane demanda comment Ark avait obtenu cette information. Ark estima que révéler qu'il avait rencontré le ninja à la queue poilue compliquerait les choses. Alors il leur dit simplement qu'il avait capturé l'un des bandits et l'avait interrogé. Après cela, ils se dirigèrent vers le sous-sol et virent les jeunes elfes emprisonnés dans leur cage. Ariane se présenta et les elfes furent ravis de voir que quelqu'un de leur espèce était venu les sauver. Elle fit signe à Ark et il utilisa sa force brute pour tordre les barreaux des cages afin que les filles puissent se libérer. Les filles furent effrayées à la vue de la force surhumaine d'Ark, mais Ariane les calma en leur disant qu'il était un ami. Les filles coururent vers Ariane et la serrèrent dans leurs bras, la remerciant de leur avoir sauvé la vie. Ark créa alors un portail et les téléporta à l'endroit de la vallée où elles étaient arrivées. Il remarqua qu'une des filles portait les mêmes liens maudits que celles qu'ils avaient sauvées plus tôt, alors il utilisa sa magie de dissipation des malédictions pour les lui retirer. Danka fut surpris de voir qu'un simple mercenaire pouvait briser des malédictions aussi facilement. Ariane
Aryan suggéra qu'il se dépêche de se rendre au palais du Seigneur pour sauver les autres filles. Danka déclara qu'il mettrait les filles en sécurité, ce qui signifiait qu'Ark et Aryan devraient en pouvoir gérer la situation au palais du roi. Aryan toucha le bras d'Ark et ils se téléportèrent ensemble dans le palais du Seigneur. Mais au loin, on aperçut la ninja de tout à l'heure et son compagnon qui les observait. Ark utilise son pouvoir dimensionnel pour s'envoler jusqu'au toit. Tous deux ont l'intention de s'introduire discrètement à l'intérieur et de retrouver les elfes. Mais dès leur arrivée, ils tombent sur des gardes. Les gardes les identifient comme des intrus et tentent de les capturer, alors Ark utilise son Wyvern Slash pour créer une diversion, leur donnant ainsi l'occasion de s'enfuir. Ces gardes rejoignent rapidement leurs collègues et les informent de la situation, ce qui déclenche une chasse à l'homme pour retrouver les intrus. Pendant ce temps, dans les pièces intérieures, Triton semble avoir enchaîné deux jeunes filles et s'apprête à se jeter sur elles. Les filles se recroquevillent de peur, mais Triton s'en moque, car c'est justement ce qui l'excite. Udolan est là aussi, témoin de toute la scène, mais il est recouvert de bandages et souffre atrocement à cause de sa précédente rencontre avec Ark et Aryan l'autre jour. Triton s'apprête à passer à l'action quand tout à coup, l'informateur royal fait irruption dans la pièce, essayant d'avertir Triton de la présence des intrus, mais avant même qu'il ait pu finir, Ark et Aryan font irruption dans la pièce. Les elfes sont soulagés de voir que quelqu'un est venu les sauver. Triton s'approche d'eux et tente d'attaquer, mais Aryan lui donne un coup de pied dans les parties, ce qui l'assomme. Udolan les regarde et reconnaît en eux ceux-là même qui ont mis à mal toute son escouade à eux seuls. Il tente donc de prendre la fuite, mais Ark l'arrête avant qu'il ne puisse s'échapper. Pendant ce temps, Aryan s'acharne littéralement à donner des coups de pied dans les fesses de Triton à plusieurs reprises, et Ark se demande si elle n'en fait pas un peu trop. Aryan répond qu'il le mérite, car c'est lui qui a rompu le traité en premier. Elle laisse ensuite les filles tabasser Triton à leur guise, et Ark et Ponta sont terrifiés à cette vue. Soudain, une vague de garde fait son apparition. Ark dit à Aryan qu'il a des choses à régler dans la pièce secrète, et qu'elle devrait donc retenir les gardes. Aryan accepte et utilise son épée de feu pour éliminer les gardes. Ensuite, elle dit aux filles de partir d'ici et d'aller retrouver Danka. Pendant ce temps, Ark est occupé à mettre les lingots d'or de Triton dans son sac. Il imagine combien de dîners de luxe il pourrait s'offrir avec toute cette somme, puis tout à coup, Aryan le surprend en train de piller et lui demande ce qu'il fait. Ark ne veut pas se faire prendre, alors il ment, lui disant que ce serait une bonne idée de saisir tout leur argent pour qu'ils ne puissent plus mener leur opération de chasse aux elfes. Aryan trouve que c'est une bonne idée et Ark est juste content qu'elle ait mordu à l'hameçon. Soudain, le château est secoué par des explosions, mais celles-ci ne sont pas de leur fait, alors ils se disent qu'il est grand temps de filer. Ark utilise son portail pour les téléporter hors du château avec tout leur or. Ark se rend compte que si ce n'est pas Aryan qui a mis le feu, ça pourrait bien être cette mignonne ninja aux oreilles poilues. Maintenant qu'Aryan et Ark ont terminé leur mission, il est temps pour eux de se séparer. Mais elle ne veut pas encore dire au revoir à Ark, alors elle l'invite à visiter les terres des elfes. Ark est tout excité à cette idée, car ce serait une excellente occasion pour lui de rencontrer d'autres waifus elfiques. Il demande à Aryan si le chef là-bas serait d'accord pour accueillir un visiteur. Aryan répond que tout ira bien tant qu'il montrera son visage lorsqu'on le présentera. En entendant cela, Ark devient soudainement sérieux. Il explique à Aryan qu'il ne peut en aucun cas retirer son armure. Aryan lui dit que montrer son visage est la seule façon pour lui d'être correctement accueilli. Au début, Aryan pense qu'Ark est juste très timide et que c'est pour ça qu'il ne veut pas montrer son visage, alors elle jure de ne pas le juger s'il lui montre son visage. Ark enlève son casque et révèle son énorme crâne de squelette, ce qui surprend Aryan. Elle lui demande ce qui lui est arrivé et Ark doute qu'elle comprenne s'il lui dit qu'il vient tout juste d'apparaître dans le monde de son jeu vidéo préféré. Il lui explique donc qu'il s'est simplement réveillé un jour avec ses capacités surpuissantes. Au début, Aryan suppose qu'il doit s'agir d'une sorte de créature morte vivante, mais elle doute que ce soit le cas puisqu'il est capable d'utiliser de la magie de dissipation et qu'il a même une créature spirituelle attachée à lui. Elle suppose que cela doit être le résultat d'une malédiction qui lui a été jetée, alors elle lui demande de voyager avec elle pour rendre visite à l'ancien de son village qui en saura certainement quelque chose. Ark accepte et ils se serrent la main pour sceller leur accord. C'est ainsi qu'ils entament leur voyage vers le royaume des elfes. Pendant ce temps, dans le royaume de Roden, Karlom, le roi, tient une réunion avec sa famille car il a appris que le royaume de Diento avait été attaqué. Il demande ce qui se passe. Le prince héritier, Sect, répond qu'il n'en est pas tout à fait sûr, mais que des rumeurs circulent selon lesquelles les elfes en seraient responsables. Karlom se demande pourquoi les elfes attaqueraient ainsi au hasard, sans raison apparente, et Sect l'informe que Triton a violé les termes du traité et vendait les elfes. Cependant, le deuxième prince, Dakarès, n'y croit pas. Sect suppose que Dakarès prend la défense de leur violation du traité, mais Dakarès lui répond simplement qu'il ne devrait pas ternir l'image d'un autre royaume sur la base de rumeurs sans fondement. Le roi Karlom abonde dans
dans ce sens, leur conseillant de se renseigner pleinement avant de faire de telles déclarations. La princesse, Mélissa, admet que si ces rumeurs sont vraies, ce serait vraiment grave, car la violation du traité ne ferait qu'attiser les tensions et susciter la controverse au sein de la nation. Elle suggère qu'il découvre la vérité dès que possible, car l'homme est d'accord et lui demande de se rendre au royaume des elfes dès que possible pour organiser une rencontre avec eux. Sur ces mots, leur réunion prend fin et ils partent. Mélissa reste neutre, Sect est satisfait que les choses aient tourné en sa faveur, et Dakarès est clairement furieux. Pendant ce temps, Ark et Ariane sont en route vers le royaume des elfes, mais il leur reste encore 3 jours de voyage. Ils décident donc de dresser leur campement pour la nuit. Ark attrape un poisson qu'il mange pour le dîner, mais le ventre d'Ariane commence à gargouiller. Alors Ark part dans la forêt pour voir s'il peut chasser un sanglier. Pendant son absence, Ariane est subjuguée par la gentillesse de Ponta. Elle essaie de résister, mais n'y parvient pas. Au moment où Ark revient, elle renifle et mordille Ponta, tandis qu'Ark la regarde émerveillé. Le lendemain, ils poursuivent leur voyage et arrivent devant une immense porte qui marque l'entrée du royaume des elfes, Lolotoya. Pendant ce temps, la princesse Mélissa prend le thé dans son château, mais quelque chose la tracasse et elle décide de se confier à sa servante. Elle soupçonne Dakarès d'être impliqué d'une manière ou d'une autre dans le commerce des elfes et pense que Sect ne tiendra pas longtemps le secret. Dans la forêt, les portes de Lolatoya s'ouvrent et Ark est tout excité, car pénétrer dans un monde fantastique peuplé d'elfes est le rêve de tout joueur. Ariane demande à Ark d'attendre dehors pendant qu'elle va demander la permission pour qu'il puisse entrer. Ariane met finalement beaucoup plus de temps que prévu, alors Ark n'a d'autre choix que de rester là et de s'occuper en faisant toutes sortes de choses pour passer le temps. Au coucher du soleil, Ariane revient enfin, s'excuse pour le retard et l'invite à entrer puisqu'elle a obtenu la permission. Ark pénètre à l'intérieur et regarde autour de lui, admirant le cadre magnifique. Ariane emmène ensuite Ark rencontrer le chef du village et sa femme Dylan et Glennis qui se trouvent être les parents d'Ariane. Dylan a appris qu'Ark avait aidé son peuple, alors il l'invite à entrer pour prendre un café. Ark raconte à Dylan toute l'histoire de leur sauvetage des elfes kidnappés et Dylan lui exprime sa gratitude. Dylan propose ensuite qu'ils dînent et Glennis leur apporte à manger. Ark se sent un peu gêné au début à l'idée d'enlever son casque, mais Ariane lui dit de ne pas être timide car il a déjà tout expliqué à ses parents. Sur ce, Ark enlève son casque et mange. Le lendemain matin, Ark se réveille et trouve Glennis en train de préparer le petit déjeuner. Il demande où est Ariane et Glennis l'informe qu'elle et son père sont en route pour Maples pour une réunion politique. Ariane et son père rejoignent les autres elfes qui se rendent à Maples et utilisent la plateforme de téléportation pour s'y rendre. Ils vont rencontrer le conseil pour faire rapport sur l'enlèvement. Cette réunion est présidée par le grand ancien Brian. Après avoir entendu le récit, tous envisagent sérieusement de déclarer la guerre car le traité vieux de 400 ans a été rompu sans avertissement. Brian suggère d'organiser une réunion pour discuter de ce qui s'est passé avec les humains. Cependant, le grand ancien Fangas n'approuve pas du tout cette idée. Il estime qu'ils n'ont aucune obligation d'expliquer leurs intentions aux humains. Brian admet que le fait que les humains aient rompu le contrat vieux de 400 ans est tout à fait impardonnable. Mais se lancer directement dans une confrontation déclencherait presque certainement une nouvelle guerre. Par conséquent, Brian conseille de poursuivre leur plan visant à libérer les elfes qui sont toujours capturés par les humains sans entrer en conflit direct. Ce verdict étant définitif, la réunion est levée. Pendant ce temps, Glennis propose de faire visiter la ville à Ark et comme on pouvait s'y attendre, le chevalier en armure géante attire l'attention. La présence d'un humain sur leur territoire rend tout le monde nerveux. Soudain, 2 des filles qu'Ark a sauvées du Dolon et de ses sbires courent vers lui et lui expriment leur gratitude pour les avoir sauvées. Glennis remarque à quel point les filles sont heureuses de le voir, elle en déduit donc qu'il est vraiment fort et lui demande de s'entraîner avec elle. Il se dirige vers un champ pour s'entraîner, mais Ark se sent un peu mal à l'aise à l'idée d'attaquer quelqu'un de plus âgé que lui. Glennis lui dit de ne pas s'inquiéter, car c'est elle qui a formé Ariane, elle est donc tout à fait capable de se débrouiller au combat. Si Ark doit voyager avec sa fille, elle doit s'assurer qu'il est à la hauteur. Ils dégainent leurs épées et Glennis met Ark à terre d'un seul coup. Ark n'en revient pas, elle est bien plus forte qu'il ne l'avait imaginé. Ark se relève et continue de s'entraîner avec elle, mais à chaque fois, il est battu. À un moment, il tente d'utiliser son pouvoir dimensionnel pour se téléporter derrière elle et lui porter un coup, mais Glennis le devine instantanément et contre-attaque. À ce stade, Ark réalise que même les statistiques les plus élevées ne peuvent vous apporter qu'une certaine quantité de force. Il se fait déjà tard, alors Glennis suggère qu'ils rentrent à la maison pour se rafraîchir et qu'elle commence à préparer le dîner. Une fois arrivé, Ark enlève son armure et se prépare à prendre une douche. Il plonge dans la baignoire et sent l'eau chaude lui pénétrer jusqu'au plus profond des os. Il donne également un bain à Ponta, qui semble apprécier. Ariane rentre peu après, mais comme elle ignore qu'Ark est dans la baignoire, elle se déshabille
déshabille et entre nus, Ark jette un œil à son corps nu et reste sans voix. Ariane suppose immédiatement qu'il y a un mort-vivant dans la baignoire, mais Ark lui dit simplement que c'est lui. Après cela, ils s'assoient tous pour dîner et Ariane est encore un peu gênée qu'Ark l'ait vu ainsi. Dylan attire leur attention pour leur annoncer qu'ils ont décidé de poursuivre leur mission visant à sauver les elfes qui ont été enlevés et qu'ils aimeraient engager Ark pour les aider à mener à bien cette tâche. Cependant, ils admettent qu'ils ne pourront pas offrir grand chose en guise de récompense, car Ark est clairement plus riche qu'eux. Dylan ajoute que l'endroit où ils se rendent pourrait bien receler le secret permettant de briser sa malédiction. Il explique qu'il existe une source thermale près de la région de Lord Crown qui, selon la rumeur, serait capable de guérir n'importe quelle maladie ou malédiction. Ariane lui dit de ne pas se sentir gêné car elle l'accompagnera lorsqu'il se rendra à la source thermale. Toute cette histoire de levée de malédiction n'était qu'une histoire inventée par Ark pour éviter que les gens ne posent trop de questions, mais voilà que ça devient une réalité. Ark accepte néanmoins et propose de révéler l'emplacement de la source thermale en guise de paiement. Plus tard dans la nuit, allongé dans son lit, il se demande si cette malédiction peut vraiment être levée ou si c'est bien elle qui le fait apparaître sous la forme d'un squelette hideux. Comme ça ne coûte rien d'essayer, il lance un sort de dissipation de malédiction sur son bras et, à sa grande surprise, celui-ci se transforme en chair humaine. Ark n'en croit pas ses yeux. Au début, il pense que c'est peut-être la clé pour redevenir humain, mais son espoir s'évanouit lorsque la chair se retransforme en os. Cela ne fait toutefois que confirmer que son corps est dans cet état à cause de la malédiction. À l'aube, Ark et Ariane se mirent en route pour Olav, la capitale du royaume de Roden. La nuit précédente, Ark avait pu confirmer que son apparence était bel et bien le résultat d'une malédiction, mais chaque fois qu'il essayait de la lever, celle-ci revenait à son état initial. Il avait hâte de se rendre aux sources chaudes dont le père d'Ariane lui avait parlé, pensant y trouver des réponses. Après avoir traversé la forêt pendant un moment, ils arrivèrent à une rivière pour s'approvisionner en eau, mais soudain un essaim de guêpes apparut de nulle part. Ark, qui déteste vraiment les insectes, s'enfuit en courant. Après avoir réussi à semer l'essaim, ils se rendirent dans un petit restaurant local où Ariane suggéra qu'ils discutent de leur plan. En général, les gens prennent une calèche pour contourner la forêt, mais elle pensait qu'ils devraient plutôt traverser la forêt pour prendre un raccourci. L'une des serveuses les entendit et les avertit que ce n'était pas une bonne idée car le cœur de la forêt était extrêmement dangereux et peuplé de créatures appelées les loups hantés. 10 personnes auraient été attaquées au cours des derniers jours. La serveuse leur conseilla d'éviter cette zone s'ils tenaient à la vie. Cependant, Ark ne s'inquiétait pas trop car il était convaincu qu'Ariane et lui avaient assez de pouvoir pour venir à bout des loups hantés. Dans cette optique, leur projet de s'enfoncer dans les bois resta inchangé. Le lendemain, à Olav, Mélissa monta dans sa calèche et partit pour le royaume des elfes afin d'organiser une rencontre avec eux. Pendant ce temps, Ark et Ariane s'aventurèrent dans la forêt. Ark remarqua que quelque chose tracassait Ariane, alors il lui demanda ce qui n'allait pas. Ariane lui confia que sa sœur allait bientôt se marier et que les queues des loups hantés étaient réputées pour être le cadeau idéal pour une future mariée. À ce moment-là, ils sentirent quelque chose et se mirent en position d'attaque. Un loup hanté surgit de l'ombre et se jeta sur eux. Ark le frappa avec son épée, mais ce n'était qu'un leurre. Les loups hantés sont connus pour créer des illusions d'eux-mêmes avant d'attaquer afin de semer la confusion chez leur proie. Ark et Ariane firent de leur mieux pour repousser les illusions. Ark remarqua qu'Ariane se battait comme une guerrière véritablement expérimentée alors qu'il comptait principalement sur sa force brute et manquait d'expérience réelle au combat. Il jeta un coup d'œil en arrière pour repérer le vrai loup hanté, puis se téléporta vers lui et commença à l'attaquer. Il remarqua un anneau rouge autour de sa patte qui ressemblait beaucoup à celui que portait le basilic qu'il avait combattu quelque temps auparavant. Il trancha l'anneau et le loup cessa immédiatement d'être hostile et se retira dans la forêt. Ariane arriva peu après et vit l'anneau sur le sol disparaître. Elle reconnut qu'il s'agissait du même type d'anneau que celui qui se trouvait sur le basilic géant et se demanda si cela avait un rapport avec le fait que ces monstres apparaissaient dans des zones où ils n'étaient pas censés se trouver. Cela mis à part, Ariane demanda à Ark de se détendre un moment afin qu'elle puisse ramasser les queues des loups hantés pour les offrir en cadeau à sa sœur. Ark s'assit pour la regarder ramasser les queues et repensa à l'incroyable performance d'Ariane au combat un peu plus tôt. Il se dit qu'il devrait demander à Ariane de lui donner quelques leçons de combat quand ils auront le temps, réalisant que toutes ses compétences et capacités surpuissantes seraient gâchées s'il était nul en combat réel. Pendant ce temps, Mélissa se rendait en calèche vers le royaume des elfes pour suivre les ordres de son père et organiser une rencontre avec les elfes. Elle était accompagnée de sa servante, Ferna, qui serait là au cas où elle aurait besoin de quoi que ce soit. Le trajet se déroula sans encombre jusqu'à ce que la calèche s'arrête brusquement, encerclée par des bandits encapuchonnés. Les bandits neutralisèrent rapidement les gardes et le cocher, laissant Mélissa et Ferna piégés à l'intérieur, envahis par
par la peur. Ferna savait qu'il était de son devoir de risquer sa vie pour protéger la princesse, elle saisit donc un couteau et se précipita hors de la porte pour attaquer. Mais elle fut immédiatement lacérée à la poitrine. Mélissa tenta de se défendre elle aussi, mais elle fut poignardée en plein cœur. Ferna et Mélissa gisaient là, apparemment mortes, tandis que les bandits se félicitaient d'avoir bien fait leur travail. Pendant ce temps, Ponta sentit que quelque chose clochait, alors il s'enfuit dans les bois. Ark savait que ce genre de comportement était inhabituel chez Ponta, alors il le suivit. Ponta finit par atterrir en plein visage d'un des bandits. Le bandit entra dans une rage folle et s'apprêtait à tuer Ponta, mais Ark arriva juste à temps pour l'en empêcher. Les bandits se demandèrent qui était ce type en armure. Leur réaction immédiate fut d'attaquer, alors ils se mirent à lui lancer leurs sorts les plus puissants, mais ceux-ci semblaient n'avoir aucun effet. Ark leur tourna le dos et fit face à Mélissa et Ferna qui avaient manifestement été tués. Il savait que le jeu autorisait un sort de résurrection spéciale, ce qui signifiait qu'il pouvait ramener à la vie tous ceux qui étaient morts. Soudain, le chef des loups hantés qu'ils avaient affronté plus tôt revint et ordonna à sa meute d'attaquer les bandits. Ark regarda les loups se charger de l'essentiel du travail, puis se joignit à eux pour achever le groupe. La menace écartée, Ark testa le sort de résurrection sur Mélissa, et cela fonctionna. Il tenta la même chose sur l'un des gardes, mais le corps était bien trop endommagé pour qu'il puisse faire quoi que ce soit. Certains autres corps n'étaient pas aussi gravement touchés, il les soigna donc. La lumière de guérison était si vive que Mélissa se réveilla, se demandant si Ark n'était pas une sorte d'ange. Elle s'était évanouie, et la seule chose dont elle se souvenait ensuite, c'était que Ferna la réveillait. Mélissa fut stupéfaite de voir qu'ils étaient encore en vie. Au début, elle crut que l'attaque n'avait été qu'un rêve, mais le sang sur ses vêtements prouvait que tout cela avait bien été réel. Elle en conclut que Dieu leur avait fait grâce en leur offrant une seconde chance. Mélissa rassembla les soldats restants et leur dit que cette seconde chance était un cadeau de Dieu. Ils n'allaient pas abandonner, ils allaient persévérer et poursuivre leur voyage vers le royaume des elfes. Pendant ce temps, Ark observait de loin et comprit que Mélissa était une sorte de membre de la royauté. Il décida que ce serait la première et dernière fois qu'il utiliserait le pouvoir de résurrection, estimant que le monde n'était pas prêt pour cela. Ark retourna retrouver Ariane, qui avait réussi à récupérer la queue qu'elle voulait. Cela fait, ils se dirigèrent directement vers Olave. À leur arrivée, Ark trouva la ville animée et pleine d'énergie. Puis ils remarquèrent un groupe de voyous en train d'attaquer une fille. Mais celle-ci les neutralisa sans effort, comme s'ils n'étaient que des déchets d'hier. Ark et Ariane la fixèrent et elle attira leur attention. Elle regarda Ark et le reconnut, lui disant qu'elle était ravie de le revoir. Ark la regarda à son tour et comprit qu'il s'agissait de la jeune fille de tout à l'heure, la ninja à la queue poilue. La ninja s'approcha d'Ark et le félicita d'avoir libéré les elfes cette nuit-là. Ariane n'avait jamais vu cette fille auparavant, alors elle demanda à Ark qui elle était. Ark expliqua qu'il n'avait pas eu l'occasion de mentionner qu'il l'avait rencontrée la nuit où ils étaient allés libérer les elfes. La ninja le reconnut et se présenta sous le nom de Chiyome, une ninja vraiment cool du clan Jinshin. Ils se rendirent dans un petit restaurant du coin pour poursuivre leur conversation où Chiyome demanda à Ark comment il savait qu'elle était une ninja. Ark ne pouvait pas simplement admettre qu'il savait ce qu'étaient les ninjas, alors il répondit que dans son pays natal, il y avait des gens qui lui ressemblaient et qui étaient connus sous le nom de ninja. Chiyome admit que c'était un peu étrange, d'autant plus que le nom ninja était resté secret pendant plusieurs années. Elle supposa qu'Ark devait venir du même pays que leur grand fondateur. Cette affirmation attira l'attention d'Ark qui demanda si le grand fondateur était toujours en vie. Chiyome lui répondit qu'il était mort il y a environ 600 ans. En entendant cela, Ark se demanda si quelqu'un d'autre avait été aspiré dans le jeu il y a 600 ans. Cela mis à part, Chiyome alla droit au but et expliqua pourquoi elle voulait parler à Ark. Elle expliqua que son espèce, le peuple des bêtes, avait été capturée par les humains. Cela ne surprit pas Ark, surtout après avoir vu comment les elfes sentaient la traiter. Chiyome sollicita l'aide d'Ark pour libérer le peuple des bêtes. Ark fut flatté qu'elle ait pensé à lui demander, mais il l'informa qu'il était actuellement sous contrat avec les elfes pour les aider à mener à bien leur mission. Chiyome dit qu'elle était prête à offrir des informations en guise de paiement. La situation de Chiyome était si triste que même Ponta se sentait désolé pour elle. Ark prit en considération le fait qu'elle était une ninja talentueuse malgré son jeune âge et il aurait vraiment souhaité pouvoir l'aider. Il demanda à Ariane ce qu'elle en pensait. Ariane, sachant ce que c'était que de vouloir sauver son peuple, réalisa que Chiyome lui ressemblait un peu, alors elle accepta de l'aider. Pendant ce temps, Dakares était en train de piquer une crise parce que les loups hantés qu'il avait envoyés pour tuer sa sœur avaient abandonné la mission. Son subordonné, Cétrion, se demandait si cela pouvait être dû au fait que quelqu'un avait brisé l'anneau. Dakares avait l'intention de tuer Mélissa car il ne voulait pas qu'elle organise une rencontre avec les elfes, ce qui aurait pu révéler qu'il était impliqué dans le commerce des elfes.
Tout semblait indiquer que Melissa était toujours en vie et qu'elle avait très probablement découvert le manège de Dakarès. Alors Cétrion suggéra à Dakarès de se cacher dans un refuge. Dakarès, ayant déjà pris suffisamment de mauvaises décisions, suivit le conseil de Cétrion et se rendit au refuge dans sa calèche. Alors qu'Arc et les autres progressaient, Arc se souvint que Chiyome leur avait parlé du grand fondateur. Il demanda à en savoir plus sur lui. Chiyome mentionna que son nom était Hanzo. Arc comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un nom japonais. Ainsi, ce Hanzo était venu au monde, avait créé son propre clan de ninjas et laissé un héritage qui perdurait encore 600 ans plus tard. Arc ressentit un pincement de jalousie. Peu après, ils arrivèrent au marché d'esclaves secret connu sous le nom de capitale d'Edzat. Chiyome savait qu'il avait des liens avec la famille royale, ce qui signifiait que s'il lançait une attaque, la garde royale viendrait probablement en renfort. Chiyome expliqua son plan, elle voulait qu'Arc et Ariane lancent une attaque spectaculaire contre la capitale d'Edza et s'enfuient immédiatement. Au début, Arc et Ariane furent perplexes en entendant cela, alors Chiyome leur expliqua qu'il n'utilisait la capitale d'Edza que comme leur. Ses autres camarades avaient réussi à infiltrer les 4 autres grands marchés d'esclaves. Une fois celui-ci attaqué, toute l'attention se porterait sur lui, ce qui leur permettrait de libérer les autres. Cependant, Chiyome savait que cela signifiait qu'elle ne pourrait sauver personne dans la capitale d'Edzat, mais s'il fallait en sacrifier 10 pour en sauver des centaines, elle le ferait. Cela dit, Arc et Ariane acceptèrent d'aider de toutes les manières possibles. Arc mentionna qu'il pouvait utiliser la magie de téléportation, ce qui pourrait réduire le nombre de victimes. Chiyome se rendit compte qu'ils avaient raison, il pourrait peut-être même sauver ceux de la capitale d'Edza. Après tout, Chiyome partit informer le reste de son clan du changement de plan et, avant de partir, demanda à Arc et Ariane de faire les préparatifs nécessaires. Arc et Ariane se rendirent au restaurant le plus proche pour dîner, car il est évident qu'on ne peut pas faire la guerre l'estomac vide. Arc était en train de se gaver quand Ariane lui suggéra d'essayer un nouveau plat. Arc l'engloutit et le trouva vraiment délicieux. Il lui demanda ce que c'était et elle lui répondit que c'était la libellule dont il avait eu si peur plus tôt. Arc admit qu'il s'était peut-être trompé à son sujet et qu'elles avaient vraiment bon goût. Après le dîner, Arc a mentionné qu'il leur restait encore une chose à régler. Il a enfilé un masque hideux, pensant que ce serait le meilleur moyen pour eux de se fondre dans la masse. Ariane a trouvé que c'était une idée stupide, faisant remarquer qu'il s'était probablement fait arnaquer puisqu'il avait fini par payer 13 pièces d'or pour ça. Peu après, Chiyome arriva en compagnie d'un membre de son clan, Gomon. En entendant ce nom, Arc n'en crut pas ses oreilles. Gomon et Chiyome n'étaient pas leurs vrais noms, c'était le grand fondateur qui leur avait donné ces noms en raison de leurs talents exceptionnels de ninja. Goemon s'avança brusquement vers Arc et le fixa du regard. Ils se battirent un moment, ce qui inquiéta quelque peu Ariane et Chiyome, mais celles-ci comprirent vite qu'il s'agissait simplement de leur façon de créer des liens. Une fois cela réglé, ils finalisèrent leur plan. Arc et Goemon créeraient une diversion en attaquant les lignes de front, tandis qu'Ariane et Chiyome se faufilèrent par derrière. Arc et Goemon se dirigèrent droit vers la porte d'entrée et la firent voler en éclats. Les gardes, pris au dépourvu, signalèrent l'intrusion et firent appel à tous leurs renforts. Arc et Goemon utilisèrent leur pouvoir magique pour dominer complètement les gardes, même s'ils en firent peut-être un peu trop. Cela donna néanmoins à Ariane et Chiyome l'occasion idéale de se faufiler à l'intérieur. Pendant ce temps, dans le royaume de Roden, Cétrion annonça à Dakarès la nouvelle de l'intrusion à Edzat, et disons simplement qu'il n'était pas du tout content. Comme Arc et les autres l'avaient prédit, Dakarès ordonna à Cétrion de mobiliser toutes leurs troupes et de les envoyer vers la capitale d'Edza. Au même moment, Ariane et Chiyome réussirent sans peine à se faufiler parmi la foule. Il n'y avait plus de gardes sur place, car ils étaient tous partis combattre au front. Elles ne rencontrèrent donc aucun problème. Elles arrivèrent à la porte d'entrée, mais celle-ci était verrouillée. Ariane s'apprêtait à utiliser sa magie pour la défoncer, mais Chiyome lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle parvint à crocheter la serrure sans difficulté. Elles inspectèrent les cellules pendant un moment, mais soudain, Ponta sentit quelque chose derrière elle. Certains gardes les repérèrent, alors Chiyome utilisa son jutsu de l'eau pour en neutraliser 2. Ariane fut impressionnée. Elle utilisa ensuite sa magie du feu pour s'occuper des autres. Elles avancèrent jusqu'à l'endroit où les hommes bêtes étaient détenus et les virent enfermés dans des cellules et enchaînés. Chiyome se présenta comme une ninja du clan Jinshin et en entendant ce nom, les hommes bêtes s'enthousiasmèrent. Elle les libéra et les exhorta à suivre ses instructions. Ceux qui pouvaient se battre devaient récupérer les armes des soldats tombés au combat, tandis que ceux qui ne le pouvaient pas devaient rester cachés. Pendant ce temps, Arc et Goemon avaient réduit tout le bâtiment en ruine et semblaient s'être occupés de tous les gardes. Chiyome et Ariane arrivèrent peu après, leur annonçant que les hommes bêtes étaient désormais en sécurité et avaient été rassemblés dans le hall principal. Il ne restait plus qu'à libérer ceux des 4 autres capitales de l'esclavage. Goemon dit à Arc de se joindre à
Chiyome et Ariane tandis qu'ils restaient sur place pour assurer la sécurité. Tous trois se dirigèrent vers la prison d'esclaves suivante et s'occupèrent d'abord des gardes qui y étaient en poste, après quoi ils libérèrent rapidement tous les hommes bêtes qui y étaient détenus. Au moment où Ariane s'apprêtait à libérer la dernière cellule, elle remarqua une odeur nauséabonde. Elle ouvrit la porte et vit quelque chose recouvert d'un drap. Elle retira le drap et découvrit le cadavre d'un des hommes bêtes. Certains d'entre eux étaient déjà blessés ou malades à leur arrivée, et comme ils ne pouvaient pas être vendus, les gardes les avaient simplement tués et laissés pourrir. Chiyome fut un peu émue pendant un instant, mais elle essuya ses larmes et se remit au travail. Ils réussirent à rassembler tout le monde dans le hall principal, d'où Arc les téléporta vers un endroit sûr dans la forêt. Une fois que le dernier groupe fut rentré sain et sauf, Arc se téléporta de nouveau vers Goemon, qui avait visiblement repris son souffle pour le round final. Il leur suffit d'utiliser des attaques Rockfang synchronisées pour anéantir les forces restantes. Ensuite, Arc se téléporta de retour avec tous les cadavres des soldats afin qu'ils soient correctement éliminés. Les cadavres furent disposés de manière ordonnée et préparés pour être incinérés. Ariane utilisa sa technique de flamme pour les brûler tous et on pouvait même voir leurs âmes monter au ciel. En voyant cela, Chiyome se jura de devenir plus forte afin que personne n'ait jamais à revivre ce dont ils avaient été témoins aujourd'hui. Pendant ce temps, dans le royaume de Roden, Dakares était furieux comme d'habitude après que Cétrion l'eût informé du désastre à Edza. Il ordonna à Cétrion de lui faire un rapport détaillé et sortit en trompe de la pièce. Il se retourna et vit qu'il avait été poignardé en plein dans le rein. Il s'effondra au sol, terrassé par la douleur et la perte de sang. Secte félicita Cétrion d'avoir éliminé son frère. Cétrion se sentait vraiment fier de lui à ce moment-là. Il mentionna que la princesse Melissa avait également été neutralisée. Lors de l'attaque qu'ils avaient lancée contre elle alors qu'elle se trouvait dans sa calèche, ils avaient réussi à récupérer un de ses bijoux et le reste de son corps était introuvable, ce qui signifiait qu'elle était très probablement morte. Secte fut ravi d'entendre cela et, pour couronner le tout, il allait simplement annoncer que Melissa avait été tuée dans le cadre d'un complot ourdi par Dakares. Désormais, tous les obstacles avaient été écartés et le trône lui appartenait. Pendant ce temps, Goemon et Arc se retrouvèrent et se livrèrent à une nouvelle bagarre amicale, tandis que les filles se contentaient de les regarder. Chiyome jura de devenir plus forte à tout prix afin de ne plus voir d'autres vies perdues et de ne jamais laisser personne dans une situation difficile. Ariane ne pouvait qu'approuver et déclara qu'il en allait de même pour elle. Le lendemain, Chiyome continuait de leur exprimer sa gratitude, mais ils lui dirent de ne pas s'inquiéter car ils essayaient simplement de l'aider. Cela étant dit, Chiyome déclara qu'elle était prête à leur donner les détails des informations qu'elle leur avait promises. Pendant ce temps, Melissa arriva sans encombre dans les environs de Limbourg et descendit de sa calèche. Dès qu'elle aperçut sa sœur, elle courut vers elle et la serra dans ses bras. Sa sœur était heureuse de la voir en vie et admit qu'elle avait eu peur lorsqu'elle avait appris qu'elle avait été tuée par Dakares. Melissa fut prise au dépourvu en entendant cela. Elles entrèrent à l'intérieur pour discuter plus en privé et c'est là que sa sœur lui révéla que Dakares était à l'origine de l'attaque dont elle avait été victime dans les bois et qu'il avait été tué peu de temps auparavant. Melissa n'en croyait pas ses oreilles. Au bout de quelques instants, elle y réfléchit et se rendit compte que cela ne tenait pas la route. Dakares aurait organisé son assassinat, mais avait lui-même été tué par la suite. Maintenant que Dakares était mort, Secte était l'héritier du trône, et elle se demanda si Secte avait pu planifier tout cela. C'est pourquoi elle suggéra de garder secrète la nouvelle de sa survie jusqu'à nouvel ordre. Tous les obstacles ayant disparu du chemin de Secte, elle était certaine qu'il ne serait pas pressé de monter sur le trône, ce qui lui donnerait le temps d'agir et de parler aux elfes. Pendant ce temps, Chiyome informa Arc et Ariane que les autres elfes étaient retenus prisonniers dans l'empire sacré de Revlon. Cela dit, ils se mirent en route et commencèrent leur voyage. Pendant ce temps, dans l'empire sacré de Revlon, l'empereur Domitianus recevait un rapport de son larbin lui annonçant la mort de Dakares et de Melissa. Il était quelque peu contrarié que Dakares soit mort, car cela signifiait que toutes les bagues qu'il lui avait données n'avaient servi à rien. Pendant ce temps, Arc et Ariane sont en route vers le Saint-Empire de Revlon, mais alors qu'ils traversent un désert, ils aperçoivent toute une famille de wyvernes volant dans le ciel. Arc est tout excité, car c'est la première fois qu'il voit une wyverne. Ariane veut utiliser l'oiseau protecteur pour transmettre un message à Danka, mais l'oiseau a trop peur de s'envoler à cause des wyvernes. Arc se dit que la seule façon de résoudre ce problème serait de les faire fuir. Il saute de la falaise et lance un sort de foudre qui frappe les wyvernes d'un puissant courant. Mais Arc ne parvient pas vraiment à le contrôler et finit par frapper Ariane et les autres également. Les wyvernes s'envolent comme prévu et lorsqu'il remonte pour voir comment vont ses amis, ceux-ci ont l'air grillés. Cependant, alors qu'Arc vérifie s'ils vont bien, quelqu'un semble les observer et documenter leurs actions. Après cela, ils se rendent dans un restaurant pour discuter de la suite des événements. Le chemin le plus
cours vers l'Empire serait de traverser la rivière la plus proche et d'arriver dans les marais de l'Empire. Cependant, Ark remarque qu'Ariane a l'air plutôt inquiète depuis que Chiome leur a confié la mission de se rendre à l'Empire. Il commence à avoir l'impression qu'elle pourrait être réticente à l'idée d'aller dans l'Empire. Ariane admet qu'elle est peut-être un peu nerveuse. Contrairement à Roden, la capture d'esclaves n'est pas illégale, elle se sent donc plutôt anxieuse à l'idée d'entrer dans une ville humaine où elle pourrait facilement être capturée. À ce moment-là, le type qui les observait dans le désert un peu plus tôt s'approche d'eux et leur demande s'ils sont les auteurs de cette impressionnante magie qu'il a vue. Il se présente sous le nom de Karsi. À en juger par ses grandes oreilles, Ariane devine qu'il s'agit d'un elfe. Elle se précipite donc pour lui couvrir la tête d'un bol et le traite de baka pour s'être dévoilé aussi ouvertement dans une ville humaine. Cependant, les habitants de la ville l'adorent et lui demandent même de se joindre à eux pour boire un verre. Ariane ne s'attendait pas à ce que les humains soient aussi amicaux envers les elfes. Karsi s'assoit pour boire un verre avec eux et informe Ariane qu'ils se trouvent actuellement dans une région où les humains peuvent coexister pacifiquement avec les elfes. Ariane en doute encore à cause de toutes les horreurs que les humains leur ont infligées, mais Karsi lui répond qu'elle n'est pas bien placée pour parler puisqu'elle voyage littéralement avec un humain. Ariane rétorque qu'Ark est un cas particulier car il est différent du reste des humains. Ark demande à Karsi quelle est la principale raison de sa venue ici. Il explique qu'il gagne sa vie en étudiant la biologie des monstres, mais que certains lui causent des problèmes et qu'il aimerait donc qu'il l'aide à les résoudre. Ariane lui répond qu'ils ne peuvent pas se permettre de l'aider car ils ont des affaires plus urgentes à régler. Karsi leur propose une carte de l'Empire sacré de Revlon et leur offre même un livre sur l'étude des monstres en guise de paiement. Ce livre sur les monstres intrigue particulièrement Ark qui supplie Ariane comme un chiot d'accepter. Ariane soupire en acceptant les conditions de Karsi. Karsi est ravi et leur dit qu'il devrait le retrouver demain matin pour qu'ils puissent se mettre en route. Ariane et Ark décident de passer la nuit dans une auberge et quand Ark propose de payer 5 pièces d'or, la réceptionniste avoue que c'est bien trop cher pour une chambre, mais Ark insiste. Alors elle leur offre en plus un tonneau rempli de snacks et d'alcool. Peu après, ils arrivent dans leur chambre et Ark verse un peu d'alcool, mais Ariane avoue que ça a l'air assez fort. Ariane dit à Ark de ne pas la traiter comme une enfant et exige qu'il lui verse de l'alcool. Ark fait ce qu'elle demande et après avoir pris une gorgée, elle est à moitié ivre et réclame un autre verre. Après avoir avalé le suivant, elle est désormais complètement ivre et rampe vers Ark comme un chien. Ark est surpris que 2 verres m'aient suffi. Elle se réveille dans son lit le lendemain matin pour constater que la chambre a été saccagée et qu'Ark est par terre. Ils se rendent compte qu'ils sont en retard pour retrouver Karsi. Alors ils quittent l'auberge et partent immédiatement à sa rencontre. Ils montent dans la calèche et traversent le désert. Ark semble apprécier le trajet, mais ce n'est pas le cas d'Ariane, qui souffre à la fois d'une gueule de bois et du mal des transports. Pour aggraver les choses, elle remarque une odeur nauséabonde provenant du fond de la calèche qui semble provenir de cadavres de gobelins. Lorsqu'il demande à Karsi à quoi cela sert, il explique que la créature qu'il tente de traquer et les cadavres de gobelins vont servir d'appât. Plus ça sent mauvais, mieux c'est. Ark est intrigué par ce ver des sables. Alors il demande à Karsi de lui en dire plus. Karsi explique que d'après les informations qu'il a recueillies, un ver des sables mesure environ 4 à 5 mètres de long et est vulnérable aux attaques de feu. Il vit généralement sous terre pendant la journée et refait surface tôt le matin pour se nourrir de cadavres. Puis, tout à coup, Ariane se retourne et remarque que la calèche qui les suivait a disparu. Elle alerte Karsi, mais c'est à ce moment-là qu'un ver de sable géant émerge du sol et les domine de toute sa hauteur. C'est le plus gros ver de sable que Karsi ait jamais vu, car celui-ci est environ 6 ou 7 fois plus grand que ceux qu'il a vus par le passé. L'un des serviteurs de Karsi est sur le point d'être dévoré. Alors Ariane passe à l'action et lance une attaque de feu contre lui, mais cela semble n'avoir aucun effet. Il tourne son attention vers elle et s'apprête à la dévorer, mais Ark arrive juste à temps pour la sauver. Il exhorte Ariane et les autres à se mettre d'abord en sécurité, puis après s'être assuré qu'ils sont hors de danger, il utilise sa force brute pour projeter le monstre de sable vers une mort certaine. Karsi et les autres assistent à la scène et sont impressionnés par les capacités d'Ark. Le ver de sable étant désormais vaincu, Karsi tient sa part du marché et leur remet la carte de l'Empire de Revlon avant de se préparer à leur dire adieu. Ark presse Ariane de le suivre, mais celle-ci est encore troublée par quelque chose. Elle se confie à Karsi et lui demande comment les elfes sont censés vivre aux côtés des humains. Elle lui demande pourquoi il a choisi de vivre parmi eux. Karsi explique qu'il préfère tout simplement vivre parmi les humains plutôt que parmi les elfes, car lorsqu'il vivait parmi les elfes, il n'était pas aussi épanoui qu'il l'est aujourd'hui. Il mentionne même qu'un membre de la famille royale s'est marié avec une elfe. Ariane est choquée d'entendre cela et suppose qu'il a dû être forcé de l'épouser, mais Karsi lui dit que ce n'est pas le cas, qu'il est simplement tombé sincèrement amoureux d'elle. C'est beaucoup à digérer pour Ariane,
mais elle finit par l'accepter peu à peu. Sur ce, Ark et Ariane poursuivent leur voyage vers le Saint-Empire de Revlon. La scène passe alors à un homme nommé Fumba qui s'amuse comme un fou avec ses deux petites amies. Son assistant le confronte au sujet des nombreuses disparitions qui ont eu lieu ces derniers temps et lui demande s'il en est la cause. Fumba l'admet et explique qu'il devait bien nourrir le monstre d'une manière ou d'une autre. Après cela, il s'enfonce plus profondément dans le palais où il jette l'une des filles dans la fosse où se trouve le monstre qui la dévore en un temps record. Le lendemain, Ark et Ariane arrivent dans la ville frontalière de l'Empire sacré de Revlon, mais dès qu'ils y mettent les pieds, ils se rendent compte que tout y est extrêmement strict et étroitement contrôlé. Ce qui signifie que retrouver les elfes kidnappés va s'avérer bien plus difficile qu'ils ne l'avaient prévu. Ariane propose qu'ils se séparent pour couvrir plus de terrain rapidement, puis qu'ils se retrouvent à leur point de départ au coucher du soleil. Ils passent tous deux la journée entière à recueillir autant d'informations que possible, en discutant avec les habitants, en écoutant les rumeurs et en observant les rues. À la fin de la journée, Ark s'assoit sur des marches pour passer en revue tout ce qu'il a recueilli. Apparemment, des cris perçants se font entendre chaque nuit depuis la partie est de la ville, d'étranges monstres apparaissent au hasard dans différents quartiers et des personnes disparaissent sans explication. La ville peut sembler disciplinée et sûre de l'extérieur, mais en réalité, elle est bien moins sûre qu'elle n'y paraît. Cependant, malgré toutes ces informations, il n'y a toujours aucune piste directe concernant les elfes kidnappés pour lesquels ils sont venus ici. Cette mission s'avère bien plus difficile qu'Ark ne l'avait prévu. Comme il se fait tard, Ark se lève pour aller retrouver Ariane, mais à ce moment précis, il entend une femme à proximité crier à l'aide. Il se précipite vers le bruit et trouve une jeune femme sur le point d'être agressée par une bande de voyous du coin. Avant qu'il n'ait le temps de la toucher, Ark lance une attaque surprise et les assomme tous sans peine. La jeune fille se jette dans ses bras et le remercie avec désespoir. Mais c'est à ce moment-là qu'Ariane les surprend. Elle est clairement jalouse mais tente de le cacher, bien qu'elle ne puisse s'empêcher d'arborer son air de démone et de dire à la jeune fille de partir immédiatement. Ark est complètement perdu et ne comprend pas pourquoi elle agit ainsi. Ariane reste irritée pendant le reste du chemin du retour et Ark ne parvient toujours pas à comprendre ce qu'il a fait de mal. Pendant ce temps, Fumba continue de rassembler d'autres victimes humaines pour nourrir le monstre dans sa fosse. Celui-ci commence par en avaler une toute entière et tandis qu'il observe d'en haut, Fumba dit à la créature qu'il lui apportera bientôt encore plus de nourriture. Il s'avère que le monstre possède 5 de ces anneaux lumineux qu'Ark a trouvé ces derniers temps. Au même moment, Ark et Ariane arrivent à une forteresse qui, selon la rumeur, aurait détenu des elfes captifs il y a environ 4 mois. Ariane a reçu cette information d'un informateur plus tôt, elle pense donc que c'est le meilleur endroit pour commencer les recherches. À l'intérieur, la forteresse est bien plus silencieuse que prévu et il n'y a aucun signe d'elfes nulle part. Ils s'enfoncent plus profondément jusqu'à apercevoir 2 gardes. Ils utilisent Ponta pour faire diversion, assomment les gardes, puis ouvrent une paire de portes massives menant à un vaste espace souterrain. Dès qu'ils pénètrent à l'intérieur, ils tombent nez à nez avec Fumba lui-même qui sort nonchalamment de son repère. Il leur demande qui ils sont et après avoir bien regardé Ariane, il déclare qu'elle lui appartient désormais. Ark ricane à cette remarque et dit à Ariane qu'il devrait donner une leçon à ce type. Mais à sa grande surprise, Ariane se retourne soudainement contre lui et l'attaque à la place. Ark est perplexe et suppose qu'elle doit être sous l'emprise d'un sortilège, alors il lance dissipation de magie pour briser l'effet, mais rien ne se passe. Dans son esprit, Ariane est piégée dans une illusion où elle voit sa sœur Evin qui la traite de faible et lui dit qu'elle ne pourra jamais protéger personne. Evin lui dit de prouver sa force et Ariane commence à se battre contre elle alors qu'en réalité, elle attaque Ark de toutes ses forces. Ark ne comprend pas pourquoi le sort dissipation de magie ne fonctionne pas, mais il aperçoit alors quelque chose qui bouge sous sa capuche. Avant qu'Ark ne puisse l'atteindre, Ponta plonge la main et en retire une minuscule créature ressemblant à un gremlin. Ark la brûle immédiatement. La créature était un diablotin, un monstre magique qui lave le cerveau de ses victimes en créant des illusions liées à leurs traumatismes les plus profonds. Une fois le diablotin mort, Ariane cesse d'attaquer et s'effondre. Fumba se présente fièrement comme le plus grand dompteur de monstres vivants. Il invoque un monstre géant ressemblant à un lion qui a l'air affamé. Ark allonge Ariane doucement et pose une question à Fumba. Qu'est-il arrivé aux elfes qui étaient emprisonnés ici? Fumba explique avec désinvolture que ces elfes ont disparu depuis longtemps, qu'ils ont servi à d'innombrables expériences cruelles, et que ceux qui ont survécu ont fini par servir de nourriture à son animal de compagnie. En entendant cela, Ark est pris de rage et décapite le monstre lion sur le champ. Mais Fumba ne panique pas, car il affirme qu'en tant que maître dompteur de monstres, il peut contrôler d'innombrables monstres à la fois. Il invoque une nuée de bêtes et les envoie toutes vers Ark, mais celui-ci les vainc toutes sans peine. Cependant, il se retrouve trop loin d'Ariane et un monstre se faufile vers elle, prêt à la tuer, mais soudain, Chiyome apparaît et utilise son jutsu
dessous de l'eau pour le noyer. Fumba s'agace de voir qu'un nouvel adversaire est arrivé. Il tente d'invoquer d'autres monstres, mais Chiyome lui dit que c'est inutile, car tout le clan Jinshin est là et a déjà éliminé toutes ces créatures. Fumba n'arrive pas à croire que tous ces monstres aient été anéantis aussi facilement. Chiyome se précipite vers Arc, surprise de le voir ici, et perplexe face à la situation. Elle explique qu'elle a rencontré Ariane un peu plus tôt et qu'elle a accepté de se joindre à leur mission aujourd'hui. Soudain, toute la forteresse se met à trembler violemment. Fumba éclate d'un rire hystérique car son monstre le plus puissant s'est réveillé. Il s'enfuit en leur disant qu'ils régleront ça dehors. Le bâtiment commence à s'effondrer, alors Arc utilise son pouvoir dimensionnel pour se téléporter, ainsi qu'Ariane, Chiyome et Ponta juste à temps. En suspension dans les airs, Arc regarde vers le bas alors qu'une créature gigantesque émerge de l'ombre. Il la reconnaît immédiatement grâce au jeu. C'est le monstre le plus puissant et le plus surpuissant qui existe, une hydre. Chiom reconnaît l'hydre comme étant celle qui est communément connue pour être la redoutable souveraine des nations. Elle se demande donc comment un humain pourrait bien avoir assez de pouvoir pour la contrôler. Arc analyse l'anatomie de l'hydre et remarque qu'elle possède ces mêmes anneaux fixés à son corps. Il en déduit donc que s'ils veulent la neutraliser, ils doivent couper ses anneaux. Mais Chiyome n'y connaît pas grand chose. Alors elle suggère qu'ils battent en retraite pour l'instant et se préparent davantage pour combattre ce monstre. L'hydre les repère et leur crache une attaque de feu bleu. Mais Arc parvient à utiliser son pouvoir de téléportation dimensionnelle pour les faire disparaître de là juste à temps. Fumba n'est pas au courant du pouvoir d'Arc, alors il suppose simplement qu'Arc et les autres ont été anéantis. Il se sent plutôt fier de lui à ce moment-là, alors il repense à toutes les fois où il a démontré sa puissance aux gens et où ils l'ont tous simplement méprisé et minimisé. Il dit qu'il va utiliser la puissance de l'hydre pour leur prouver qu'ils ont tort, car avec elle, il est imparable. L'hydre commence à avoir un petit creux, alors il la dirige vers l'une des villes pour qu'elle puisse se régaler. Pendant ce temps, Arc et Chiyome ont réussi à se téléporter en lieu sûr, et Chiyome commence tout juste à comprendre à quel point Arc est puissant, car il a réussi à bloquer une attaque capable de raser toute la forteresse. Arc dit qu'il n'est qu'un simple mercenaire engagé par Ariane. En parlant d'Ariane, Arc se rend compte qu'elle est introuvable, alors il l'appelle. On aperçoit alors Ariane derrière eux, entourée d'une aura sombre. Elle explique que, bien qu'elle ait attaqué Arc, elle n'était pas inconsciente, mais qu'elle a plutôt été contrainte de revivre une illusion. Cela signifie qu'elle a entendu tout ce que Fumba a dit et que sa haine à son égard a décuplé. Chiyome reconnaît que l'hydre représente une menace trop importante pour que le clan Jinshin puisse l'ignorer, alors elle propose son aide. Ariane suggère de partir immédiatement à la poursuite de Fumba, mais Arc est davantage préoccupé par l'hydre qui s'apprête à ravager les villes. Chiyome doute qu'on puisse faire quoi que ce soit, car l'hydre n'a pas été surnommée la destructrice des nations sans raison. Elle estime donc qu'il n'y a rien à faire. Cependant, Arc pense le contraire. En fait, il pense qu'il sera capable de l'arrêter. Cela étant dit, l'affaire est réglée. Ils acceptent de laisser Arc s'en occuper. Pendant ce temps, dans l'Empire, l'empereur vient d'apprendre que l'hydre est désormais debout et active sur le point de raser une ville entière. Cependant, comme leurs forces sont encore en train d'analyser les capacités magiques de Fumba, ils doivent encore le garder sous leur aile. L'empereur est soulagé d'entendre cela. Au moins, cela lui donnera l'occasion de réfléchir à ce qu'il va faire de Fumba. Pendant ce temps, l'hydre s'approche inexorablement de la ville voisine, et les gardes de la ville parviennent à la repérer à temps. Ils décident donc d'évacuer les citoyens vers la ville voisine, tout en déployant leurs forces pour l'attaquer. Mais Arc arrive sur les lieux et frappe l'hydre d'un wyvern slash. Arc lève les yeux vers elle et est surpris de constater qu'elle n'a même pas laissé une égratignure. Après cela, il lance une attaque Shield Bash, qui fait vomir l'hydre, puis enchaîne avec une attaque Armor Laria, qui la projette au sol mais ne la met pas hors de combat. Fumba observe toute cette scène se dérouler et se demande de quoi est exactement fait ce vieux taco. C'est déjà assez étrange qu'il soit encore en vie après avoir respiré le souffle de l'hydre. L'hydre attire Arc en lui lançant son souffle de feu, ce qui lui donne l'occasion de l'attraper avec l'une de ses têtes et est même prête à sacrifier l'une de ses têtes pour le vaincre. Mais Arc utilise son bouclier pour bloquer toutes ses attaques. Pour l'achever, il utilise sa compétence Jugement, qui forme un cercle magique dans les airs qui lui tranche instantanément les têtes. Mais même une attaque aussi puissante ne suffit pas à la vaincre, car ses têtes recommencent simplement à repousser. Arc s'y attendait déjà, il n'est donc pas surpris. Pour en finir, Arc tente une compétence qu'il n'a jamais utilisée auparavant. Elle est vraiment puissante et d'une ampleur impressionnante, il n'est donc pas sûr de pouvoir la maintenir longtemps. Il invoque le dragon infernal géant Ifrit qui affronte l'hydre. Grâce à cela, Arc est certain que tout sera terminé dans 5 minutes. Pendant ce temps, Ariane et Chiyome traversent la forêt. Puis Ponta détecte une énergie maléfique, elle les conduit donc vers Fumba. Ariane dit à Fumba qu'elle va mettre fin à sa terreur une bonne fois pour toutes. Mais Fumba lui
dit de ne pas être si arrogante, puis il invoque à nouveau les diablotins contrôlant les esprits. Mais Ariane les avait déjà vus venir, alors elle les découpe instantanément. Ariane dit à Fumba de ne pas se prendre pour un caïd non plus, car il n'est en aucun cas fort. Ce n'est qu'un gringalet qui essaie de se cacher derrière la puissance d'autres monstres. En entendant cela, Fumba repense à ses empereurs qui lui avaient dit exactement la même chose, ce qui ne fait que le mettre encore plus en colère. Fumba tente d'utiliser son fouet pour attaquer Ariane, mais elle le réduit en cendres avec son feu, puis utilise sa flamme bleue pour le carboniser. Pendant ce temps, Ifrit affronte l'hydre en tête-à-tête et semble prendre le dessus. Après l'avoir terrassée, Arc la soulève et la projette en l'air, ce qui permet à Ifrit de la réduire en cendres. L'hydre étant désormais neutralisé, Arc rejoint ses amis et se réjouit de voir qu'ils ont réussi à gérer la situation de leur côté. À ce moment-là, un oiseau chuchoteur arrive en volant pour informer Ariane que la princesse Melissa a rencontré l'un des grands anciens elfes, Lord Fangas. Melissa s'entretient en direct avec Lord Fangas et lui présente ses excuses pour le fait que le peuple du royaume ait enfreint 3 clauses du traité après tant d'années. Elle affirme que le peuple de Roden assumera la responsabilité de retrouver les elfes disparus. Lord Fangas trouve cette offre très alléchante, mais il sait que Melissa ne ferait pas une telle proposition sans attendre quelque chose en retour. Melissa le confirme, tout en leur expliquant que Sect et Dakarès sont tous deux impliqués dans tous ces événements maléfiques. Sect bénéficie désormais du soutien de l'armée sacrée de Revlon, ce qui signifie qu'il serait difficile de le vaincre seul. Elle demande donc l'aide des elfes pour réussir. Melissa agit ainsi car elle sait que si Sect parvenait à s'emparer du trône, cela ne pourrait que causer des ennuis. Le seigneur Fangas n'a aucune objection à cet accord et il se serre donc la main pour sceller le pacte. Pendant ce temps, Arc et les autres rentrent au royaume, mais Ariane semble troublée par les informations transmises par l'oiseau chuchoteur. Elle n'arrive toujours pas à croire que les humains puissent proposer d'aider les elfes de cette manière. Elle se dit que Karsi avait peut-être raison après tout. Peut-être qu'un jour viendra où les humains et les elfes coexisteront. Au même moment, Sect apprend que Melissa est toujours en vie et qu'elle a déjà entamé des négociations avec le peuple elfique. En entendant cela, Sect comprend immédiatement qu'il doit y avoir quelqu'un dans leur rang qui divulgue des informations. Pendant ce temps, Melissa repense encore au moment où elle a été sauvée et ramenée à la vie par Arc. Elle croit désormais qu'un ange gardien a été envoyé pour la ressusciter et grâce à cela, elle a le sentiment qu'on lui a donné une seconde chance pour mettre fin à tout le mal qui sévit dans le royaume. Au même moment, dans le saint royaume de Revlon, l'empereur est stupéfait d'apprendre que l'hydre a été vaincu. Il n'en est pas particulièrement bouleversé, mais il est plutôt curieux de savoir qui a été assez fort pour la vaincre. Pendant ce temps, on voit Arc et ses amis marcher dans la forêt, discuter et s'amuser. Arc déclare qu'à partir de maintenant, il abandonne toutes ces histoires de héros tape à l'œil et mènera une vie calme et paisible comme n'importe quel type normal, mais Ariane connaît Arc bien trop bien. Elle se rend donc immédiatement compte que cela n'arrivera absolument pas. Soudain, Arc enlève son casque, révélant son crâne. Chiomé panique à cette vue et recule rapidement car c'est la première fois qu'elle le voit sans son casque. Ariane explique calmement qu'Arc est victime d'une sorte de malédiction qui lui donne cette apparence. Elle suggère qu'il se rende directement chez Lord Crown où elle pourra lui montrer une source mystérieuse qui pourrait avoir le pouvoir de lever la malédiction. Arc avait complètement oublié cette source, alors il est tout excité en entendant cela. Cela dit, le groupe se met en route vers Lord Crown à la recherche de la source qui pourrait lever la malédiction d'Arc. Pendant le voyage, Arc réfléchit à sa vie. Il se rend compte qu'il a commencé ce périple en ne souhaitant rien d'autre que de vivre tranquillement et seul. À présent, entouré de bons amis, il décide qu'au lieu de fuir cette situation, il profitera de ses journées dans ce nouveau monde avec eux. C'était la fin de l'anime. Regarde la vidéo suivante à l'écran, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain résumé.